c'est pour parler du Congo central, il faut commencer par l'histoire du peuple Congo. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire du Congo central sans commencer par la genèse, par le début. C'est le début qui commence par les origines de ce peuple du cœur de l'Afrique centrale qu'on appelle le peuple Congo. Selon une certaine légende, le peuple Congo serait venu de l'État hébreu, qui sont passés par l'Égypte, sont descendus par l'Éthiopie, puis par le Zimbabwe, par le Kalahari, passés par la Namibie, pour enfin s'installer sur la côte ouest de l'Afrique centrale, la côte atlantique. Et le premier contact avec l'Occident, parce que c'est vraiment là où se trouve la chose intéressante pour les historiens, c'est le premier contact avec les Blancs. C'est avec l'arrivée de Diego Cao en 1482. L'explorateur portugais arrive sur les côtes de l'actuel fleuve Congo, le Nzadia Congo comme on l'appelait à l'époque, et que par erreur, Diego Cao va appeler le Zaïre. Donc arrivé vers Soyola, il rencontre le peuple Congo, qui était émerveillé de voir un blanc, une personne qu'il n'avait jamais vue. Mais pour les autochtones, ce n'était pas quelque chose d'étonnant, parce que pour eux, c'était, dans leur imaginaire, c'était le retour de leur qui était parti, qui était mort. Donc ce n'était pas quelque chose d'étonnant. Donc à partir de 1482, sous le règne d'Ntinu, de Ntotila Nzingankou, va se nouer le premier lien avec l'Occident, plus précisément avec le peuple portugais. Et à la mort de Nzingankou, vers 1506, son fils Afonso Ier, Webanzinga, va lui succéder. Et c'est là où vont s'intensifier les relations entre l'Occident et le peuple Congo. Et nous allons assister, je peux dire, à l'apogée de ce peuple. Parce que de 506, il y a le fils de Webanzinga qui va être consacré évêque, le premier évêque de l'histoire catholique d'Afrique, c'est un Congo. Et puis, il y a aussi à voir le premier croc avec le portugais, qui sont venus s'installer, soi-disant, pour civiliser, christianiser les autochtones, ce qui n'était pas tellement vrai. Et puis, cet antagonisme va aboutir à la fameuse bataille d'Ambouila. C'est la fameuse lutte du combat qu'a mené la Jeanne d'Arc d'Afrique, Vita Kimbandoana Béatrice, qui va s'insurger contre l'action de prêtres catholiques au sein du royaume Congo. Combat qui va malheureusement l'amener sur le bûcher et sera brûlée vive avec son fils. Mais au moins, ce combat a permis à commencer. C'était le début de l'éveil du peuple Congo pour l'acquisition de sa liberté. C'est le début de la période d'exploration du continent noir, d'abord par le docteur Livingstone, qui pendant un moment donnait plus de ses nouvelles à ceux qui l'ont envoyé. Et les personnes qui l'ont envoyé vont déléguer Sir Henry Morton Stanley, qui va partir à sa recherche, qui va entrer par l'embouchure, qui va remonter le fleuve et finira par les retrouver dans les Katanga, au niveau du lac Tanganyika. Donc cet épisode va amener l'établissement du système colonial avec le partage, le morcellement de l'Afrique à la conférence de Berlin, où on signalerait à la présence d'un Congo, Fumulutunu. Donc cette conférence va amener le partage du continent noir. Les Français vont occuper le Congo-Brazza, les Portugais l'Angola. La situation va évoluer avec la création de l'État indépendant du Congo, qui va aboutir à la colonie belge, et la colonie belge pour finir à la République démocratique du Congo.
La province du Bas-Congo a des potentialités énormes pour développer sur l'agriculture. Parce qu'il a le potentiel physique, le sol, le soleil, les rivières, 3 ports pour des batadis, pour des bomas, pour des bananas, pour l'exportation. Parlant de culture, il y a d'abord la culture industrielle annuelle, qui est la canne à sucre. Il y a 12 500 hectares qui sont sous culture à la compagnie sucrière de Kulungongo, qui produit 80 000 tonnes de sucre par an. Il y a les cultures pérennes, où nous avons le cacao, le café, le l'EVA et l'huile de palme. Le palmier à huile, jadis, on avait la compagnie Kolo, qui est tout près de Mazangou, mais qui a malheureusement fermé il y a une quinzaine d'années. Il y a plusieurs sociétés dans le bas-fleuve, où il y en a qui produisent encore de l'huile de palme, mais c'est surtout maintenant devenu artisanal. Nous avons aussi des cultures de manioc. Le manioc est cultivé pratiquement partout dans le Bas-Congo. Nous avons le riz. Il y a le riz de culture industrielle aux alentours de Kimpese, à Lovo et à Kiombia. On a des potentialités pour la culture de fruits, d'arbres fruitières, mais ce qui manque, c'est la transformation. Si on peut pousser la transformation, on pourra aller très loin, comme des pays comme la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, etc. Pour permettre le développement de ces pays, il est nécessaire qu'une énergie abondante puisse être mise à disposition. La source qui permet de pouvoir développer cette quantité d'énergie suffisante pour permettre le développement du pays, ce sont des sources de production d'électricité d'origine hydroélectrique. Notre pays, le Congo, regorge d'un potentiel qui peut être évalué à quelques 100 gigawatts. De ces 100 gigawatts, il y a 40 gigawatts qui est concentré au site d'Inga, dans le Bas-Congo. Dans le cadre du développement du projet Grand Inga, c'est un projet qui va se développer par étapes. Ça va prendre, pour arriver à combler les 40 000 mégawatts, il nous faudra des années. Nous allons y aller progressivement au regard des besoins qui vont être exprimés par les différentes industries, au regard des besoins qui vont être exprimés par les pays partenaires de la RDC en matière d'électricité. La province du Bas-Congo, ou disons du Congo central maintenant, comme ça a été débaptisé, regorge effectivement d'un potentiel minier important, mais qui reste encore malheureusement sous-évalué. Donc, les efforts doivent tendre maintenant à l'évaluer. Quand nous partons de Kinshasa pour aller progressivement vers l'océan Atlantique, qu'est-ce que nous pouvons rencontrer rapidement? Nous quittons Kinshasa et nous sommes dans le territoire de Kassangoulou, voisine à la ville de Kinshasa. Et dans ce territoire de Kassangoulou, il y a ce qu'on appelle les richesses de produits de carrière. Les produits de carrière, ce sont des matériaux de construction essentiellement, comme il y en a ici à Kinshasa, exploités par la Carigresse à Kinshasa. Et Kassangoulou, c'est vraiment le berceau, le centre de cette roche là-bas. C'est une roche en fait qu'on appelle arkose. C'est un grès qui s'étend énormément du Kinshasa jusque pratiquement à Madimba, dans le Bas-Congo. Et là, vous avez ce grès-là. Ça sert donc pour les produits de carrière. Alors, lorsque nous entrons maintenant dans le territoire de Madimba, nous avons alors un premier grand gisement minier, composé de cuivre, plomb, zinc et vanadium. Nous arrivons maintenant dans le territoire de Bazangoum.
Mazangungu, c'est le théâtre du calcaire. Tout ce qui est ciment, vous trouvez la matière première dans le territoire de Mazangungu. Et cette roche de calcaire s'étend de Mazangungu jusque vers le Wozi, dans le territoire de Songololo. Tout ça, vous n'avez que des calcaires de bonne qualité pour la cimenterie. Vous savez que pour le moment, dans notre pays, il y a 2 cimenteries en fonction. Et Matadi, le chef de la province, est battu sur une roche formidable. Tous les immeubles de Matadi sont au-dessus des roches. Et ces roches sont des pierres ornementales dont je vais parler en quelques minutes plus tard. Alors nous descendons et nous avons le premier grand gisement, celui de bauxite. Bauxite en amont de Matadi. Et ce gisement part du fleuve Congo jusque vers le Congo-Brazzaville. Et la bauxite, c'est en fait la roche qui donne l'aluminium. L'aluminium. C'est un grand gisement qui a 4 à 8 km de large et 120 km de long, jusqu'à l'Église catholique de Kayimba. Vous avez ce gisement qui a été signalé, étudié en profondeur par les Belges. Ça, c'est pour faire l'aluminium. Chers frères et sœurs, Sikama a été créé pour ça. Ne perdons pas notre temps dans les loisirs. La culture, c'est ça qui forme un peuple.